Je suis Jawen Salin, auteur de bande dessinée, roughman en publicité aussi, je fais ça à mi-temps. Voilà, je suis auteur depuis 2006 maintenant. Voilà, je vis à côté de Lyon, dans la région Ouessane, Bourg-en-Bresse, je ne sais pas si ça me parle. Et puis voilà, je suis installé là-bas avec 3 enfants, une femme, pas de chien. De par mes inspirations, en fait, j'ai découvert le dessin un peu tard, vers 15-16 ans. Et j'ai découvert le dessin avec un vieux carton de BD qui était dans le grenier chez mon beau-père. Et il y avait quelques albums phares comme ça, très réalistes, qui ont été mes albums de découverte et à la fois de la bande dessinée et qui m'ont donné envie d'en faire. Donc il y avait le tome 1 de L'Incal, il y avait le tome 6 de Gilon des Naufragés du Temps, Rank Xerox, Juan Jiménez, et puis d'autres, des Varenne un peu plus érotiques on va dire. Mais ça a donné une impulsion à mon envie de dessiner. Et parallèlement à ça, j'étais très cinéma à l'époque. Donc on regardait beaucoup de films avec mes potes des années 80, donc tous les films de genre. Et il y a eu finalement une envie de dessiner. Finalement le dessin, je l'ai utilisé comme média, mais ma vraie source d'inspiration c'était le cinéma. Donc je suis allé directement vers le dessin réaliste puisque c'était finalement mon vrai... J'étais pas en quête de style, quoi. J'ai pas du tout cherché un style graphique particulier, une identité. Donc finalement j'ai poussé l'académisme de plus en plus pour arriver à un dessin réaliste, même très réaliste, sans le vouloir en fait. C'est pas... Ouais, tout à fait. Puisque je suis assez, on va dire, feignant sur la recherche de documentation. C'est pas... Je préfère être un historien du futur qu'un historien du passé, quoi. J'ai toujours eu plus de plaisir à fantasmer des choses qui ne sont pas encore, qui ne se sont pas réalisées, plutôt que le passé. Après, je peux comprendre qu'on aime vraiment revisiter une époque avec tous ces codes, mais je trouve ça très lourd déjà d'un point de vue rigueur. Alors que là, je suis maître à bord, quoi. On peut rien me dire, je fais ce que je veux. Et puis en plus, finalement, on n'est pas si... D'un premier abord, ça fait peur, la science-fiction. Enfin, pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, mais au final, c'est assez balisé. Il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, même si on crée, on rentre toujours dans des... Voilà, il y a le space opéra, il y a le spearpunk, le post-apo. On est quand même dans des secteurs, des branches de la science-fiction qui font que on crée pas tout, quoi. On n'a pas la prétention, enfin moi en tout cas j'ai pas la prétention de penser que je crée tout. J'emprunte aussi beaucoup de choses, consciemment et inconsciemment. Non, je fais pas du tout que ça, justement. Depuis 2009, je suis storyboarder, comme je disais tout à l'heure, à mi-temps, en publicité. Donc c'est ce qui me nourrit, on va dire, et qui paye mes factures. Et c'était aussi une autonomie. J'ai fait ça parce que en 2009 j'ai été assez déçu, en 2008 pardon, sur ma première série chez Soleil, c'est mal passé. Et j'ai compris assez vite que faire carrière c'était possible, mais par contre en vivre complètement avec l'ambition de fonder une famille, tout ça c'était un peu compliqué. Donc j'ai préféré m'assurer un autre apport de revenus. Et donc je bosse à peu près, on va dire un gros mi-temps, parce que je fais un mi-temps, je fais 2 semaines par mois, mais souvent les semaines où je suis en publicité, le soir je travaille sur Eternam. Donc je passe pas mal d'heures quand même sur ma planche à dessin, même si je suis pas à plein temps. Et après j'ai d'autres projets que je monte tout doucement, projets personnels, des dessins aussi personnels. J'aimerais bien, on verra. Mais oui,
c'est même pas l'ego de me dire ouais j'ai envie de travailler seul. C'est plus coller au maximum avec les visions que j'ai en fait. Je pense pas être un vrai narrateur dans le sens où j'ai pas des histoires hyper puissantes, mais par contre j'ai des désirs d'univers à raconter et je me vois pas finalement faire des concessions là-dessus et les céder à un scénariste qui en ferait ce qu'il voudrait et j'aurais toujours une frustration donc, parce que ça se fait souvent ça, les espèces de projets de commande où les dessinateurs se livrent un peu et amènent leur univers un peu sur un plateau et puis voilà c'est une espèce de cuisine comme ça. J'y ai songé souvent parce que j'ai quand même dans mon entourage des scénaristes assez proches ouais, qui je pense feraient très bien le travail mais ce serait pas moi quoi, ce serait pas tout à fait mon univers. Alors je sais plus, sur le site ils avaient dit un thriller spatial mystique, je sais plus comment ils avaient tourné ça. Alors il y avait beaucoup de mots-clés mais oui il y a ce côté alors en gros c'est le vrai moteur de cette histoire, c'était l'envie commune avec Christophe de faire quelque chose qui rendant hommage aux films des années 80 de genre, voilà, Alien, Outland, Life Force pour Christophe. Moi Life Force c'était pas un film que j'ai vraiment vu mais ou même un peu plus tard Total Recall, enfin qui est encore un autre univers, mais le côté néon là de monde de côté café de l'espace, tout ça, moi j'ai toujours bien aimé. Et du coup, donc l'idée c'était ça. Après, on s'en est un peu affranchi sur le tome 2. Sur le tome 1, il est vraiment très, très référencé, très codifié. Voilà, même la couve, elle est assumée, c'est très, très alien. Et donc voilà, après moi, mon envie, alors je sais pas si je l'avais deviné dès le début, mais je m'étais dit, on a un tome 1 très viril, assez brut de décoffrage, très, très dense, avec beaucoup de cases par page. Mon intention c'était et finalement c'était la même, celle de Christophe aussi, on n'en avait pas trop parlé, mais d'aller vers quelque chose de plus en plus féminin. Bon, même si on est dans la BD de genre, donc on va pas faire de la poésie, hein, mais quelque chose d'un peu moins noir, un peu moins un peu moins masculin, quoi, quelque chose de. Après c'est quand même dur dans ces univers-là de proposer une histoire comment dire, subtile, puisqu'on est vraiment sur des genres un peu bourrins quand même. Mais il y a quand même une évolution intéressante, je pense, sur les 3 tomes. Enfin, là, je suis en train de dessiner le tome 3, donc pour l'instant, le lecteur peut pas trop le confirmer, mais j'espère qu'il ressentira ça, quoi. Quelque chose, on part de l'ombre et de quelque chose d'assez noir, de l'humanité, vers quelque chose de plus mystique, plutôt plus lumineux, un peu d'espoir, quoi. Aujourd'hui, ça fait sens aussi avec ce qui se passe en ce moment. Je pense que les gens ont besoin d'y croire un peu, quoi. Alors jaune vert, ouais, ça c'est sûr. Pourquoi? Alors visuellement le vert et le bleu sont des couleurs très utilisées en science-fiction. Alors le vert moins que le bleu. Le bleu c'est vraiment la dominante quand même, surtout de ces films là des années 80 là, quand on voit le Alien de James Cameron, le 2 là, c'est tout bleu, quoi. Je sais pas, il tournait au filtre bleu je pense. Donc comme moi je voulais quand même pas en plus le bleu c'est vraiment froid et la complémentaire du bleu c'est le orange. Donc moi je sentais mieux le truc en jaune-vert avec une complémentaire un peu rouge comme on peut avoir dans Matrix en fait. On est un petit peu plus chaud que Matrix mais je trouvais qu'une dominante verte ça collait bien. Même si pourtant je suis plus à l'aise avec les orangés, les rouges, enfin rouge orangé, les jaunes, les ocres, qu'on voit beaucoup en bande dessinée d'ailleurs, qui sont des couleurs assez vues. Mais je
trouvais sympa de prendre tout ça un peu à contre-pied. Alors ça fait des pages très froides, mais en même temps ça fait peser l'univers. Je trouve que ça fait corps avec l'histoire. Alors la dernière fois j'avais dit que ça m'intéressait pas parce que je voyais là une dimension chamanique qui m'effrayait un peu. Mais bon, si vraiment je devais rentrer dans le crâne de quelqu'un, peut-être Moebius quand même. Même si des fois j'ai l'impression de comprendre un peu ce qu'il ressentait. Enfin, sur certains dessins, l'autre jour je regardais une vidéo de lui où il parlait de la ligne d'horizon. C'était pas une vidéo, c'était une émission sur France Inter avec Rebecca Manzoni, je crois. Et elle lui disait quand même quelque chose qui revient beaucoup dans vos dessins, c'est le désert. Alors elle disait en rigolant d'abord que c'était parce qu'il était feignant. Et en fait après il parlait de l'horizontalité, que ça le stabilisait. Et là ça, en fait c'est quelque chose dont j'aurais rêvé de parler avec lui. Quand j'étais à l'école, en fait, j'avais un prof qui s'appelait Yves Gott, qui est un auteur des années, enfin qui est encore auteur, mais qui a fait le Baron Noir. Enfin, je sais pas si ça vous parle. Qui connaissait Moebius. Et un jour, il passait souvent des vacances avec lui, donc il m'avait parlé du personnage qui a fait rêver beaucoup de gens d'ailleurs. Et moi, c'est à ce moment-là de ma formation où il m'a pris entre quatre murs, Gott, et il m'a expliqué des trucs sur l'espace. Et là, j'ai eu un déclic sur l'espace, sur la perception des volumes et tout. Et après, je me suis vraiment plongé dans les dessins de Jean Giraud, enfin surtout Moebius, c'est sa ligne d'horizon qui posait bien comme ça, avec la profondeur au sol. Comment il posait les cailloux sur le sol. Et après, à un moment, je dessinais que ça aussi, des lignes d'horizon avec quelques éléments posés comme ça. Et je m'étais dit que si un jour si j'avais la chance de parler avec lui, j'aurais voulu parler de cette expérience presque mystique du dessin, du moment où on place cette ligne qui est l'inconscient, l'infini, le lien entre le ciel et la terre, le cosmos. Ouais, j'aurais bien voulu savoir ce qui se passait dans sa tête, et en même temps il a fait tellement d'entretiens où il se livre que finalement j'ai eu l'impression de visiter un peu dans ses dessins en tout cas ce qu'il ressentait. Donc je pense pas que j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe dans sa tête.